Moi c'est donc Guillaume Lefebvre, donc je suis constructeur de maisons ceinture bois, donc spécialisé dans la construction passive, c'est 100% de notre chiffre d'affaires, donc les constructions de maisons passives. Donc l'entreprise s'appelle La Maison Bois Idéal et je vais vous présenter un projet personnel où j'ai essayé de concevoir la maison bois idéale. Une maison passive, qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui va être très économe en énergie en fait. On parle entre 10 et 15 watts de puissance de chauffage par mètre carré, donc par rapport à une maison classique, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai une maison du même type de 160 mètres carrés. Cet hiver, j'ai eu une trentaine de sacs de pelés de chauffage, donc ça veut dire entre 2 et 300 euros pour chauffer une maison à l'année de 170 mètres carrés. Donc ça reste des très très faible consommation d'énergie. Alors on peut chauffer une maison passive avec ce qu'on veut, hein. Moi j'ai un poêle à peler, celle-ci sera chauffée avec un poêle à bois. J'ai des clients qui mettent des pompes à chaleur, j'ai un petit peu tout système, mais on essaye de consommer le moins possible sur le système de chauffage. C'est quoi pour toi une maison idéale? Et ben, la conception de cette maison, qui est un peu le nom comme mon entreprise, donc de la maison bois idéale, c'est une maison qui va être au niveau architecture relativement simple, mais par contre où on va chercher la performance. Donc là on est forcément sur une maison passive puisque c'est mon métier, mais celle-là elle va avoir la particularité d'être en plus positive, donc elle va produire plus d'énergie qu'elle ne consomme. Elle sera non raccordée au réseau électrique, elle sera autonome en eau de pluie. Elle sera donc forcément écologique. Moi, ce que j'ai cherché à démontrer, c'est qu'on puisse faire une maison passive pour monsieur tout le monde, quoi, en fait. C'est pas d'avoir des maisons un peu chiadées au niveau architecture qui deviennent invendables si on veut les passer en passive. Donc voilà, c'est aussi le but de cette maison, c'est de prouver qu'on peut avoir des maisons simples, performantes, écologiques et au final économiques. Quand tu construis une maison, tu t'occupes de quelle étape? En fait, mon entreprise, nous, on est 80% de notre clientèle, on la suit jusqu'à ce qu'on appelle une construction hors d'ordre. En fait, on a une base qui va être faite par un maçon ou des pieux métalliques vissés. On va faire une dalle bois, mais on arrive sur un support existant et puis on va faire toute la carcasse hors d'ordre. Donc le hors d'ordre, ça va comprendre les murs, l'isolation, l'étanchéité à l'air, toutes les finitions extérieures. Les menuiseries évidemment, charpente, couverture et puis toute l'isolation qui va dans la partie toiture. Cette maison-là, elle a eu quasi aucun terrassement. Elle est sur ce qu'on appelle un pilotis. Donc c'est des massifs en béton. On en a une douzaine, il y en a 12 pour porter la maison. Et du coup, on a juste eu à décaper la terre végétale parce que la terre a été récupérée et donnée à des voisins. Mais voilà, il n'y a pas eu de terrassement, donc ça c'est en termes d'économie c'est important. Les 12 massifs béton, c'est quelque chose de quand même relativement économique à réaliser. Ça peut être réalisé par les autoconstructeurs. Donc on a coffré là, donc ils sont réglés avec un niveau laser pour qu'ils soient évidemment les 12 exactement à la même hauteur, même si le sol il n'est pas tout à fait à la même hauteur. Dessous on a une fondation qui doit faire à peu près 1 mètre au carré sur environ 35 cm de béton. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fondation. Pour répartir la charge, donc ça c'est le bureau d'études structure bois qui va nous donner les descentes de charge sur les massifs béton, et après le maçon, le bureau d'études structure béton va dimensionner la fondation en fonction du terrain. Voilà, chaque chantier est différent mais tout est calculé. Pour moi c'est la solution idéale, et aussi en termes de thermique, le fait d'être sur une dalle bois, on peut pousser la performance de la maison du fait de cette dalle de presque 40 cm donc en bois. Ah bon, pourquoi? Et ben en fait on va travailler avec on appelle ça des solives en bois, système de poutre en I. Après pour avoir de la résistance mécanique, comme on a des grandes portées, il nous faut des hauteurs assez importantes, et là on est sur des poutres de 360 mm, et dans ces poutres on vient remplir d'isolation. On vient insuffler donc de la fibre de bois. Les planchers il est fermé dessus, dessous. Mais voilà, on a une très très forte isolation de notre sol grâce à cette dalle bois. Quand c'est au sol, la maison, enfin, ça absorbe le froid du sol? Oui,
Oui, le froid va forcément remonter, donc on aura forcément plus de difficultés. Aujourd'hui, la plupart des constructions neuves, quand on est sur du tradi, vont être sur vide sanitaire pour ça. Et quand on a un vide sanitaire, ça veut dire des terrassements importants. Ça veut dire aujourd'hui, avec les problèmes de gonflement et les problèmes qu'on va rencontrer dus au sol argileux, comme ici, il faut descendre les fondations à des profondeurs assez importantes, donc du terrassement, du béton, des coûts de main-d'œuvre importants. Là, il y a eu 12 trous, on a rempli de béton, on a fait des massifs dessus. Ça a été fait dans un week-end. Le béton a été fait à la main, il n'y a pas de transport de béton pour emmener tout ça. C'est économique en main-d'œuvre et en transport, parce qu'aujourd'hui tout est transporté, donc rien que le prix du transport, voilà, c'est important. C'est des dizaines de milliers d'euros sur un terrassement et vide sanitaire. On est vite aujourd'hui à 50 000 euros. Là, moi, ça a été fait sur un week-end. Bon, la dalle bois, elle a un coût, mais je pense qu'on doit gagner, je dirais, au moins 50%, Ouais, c'est beaucoup. avec une performance supérieure. Une maison passive, c'est toujours une maison orientée au sud? Oui, ouais, l'idéal, c'est vraiment une orientation plein sud. Le plus droit possible. Là, on est légèrement cassé de, je crois, 10 degrés, mais on est quasi plein sud, donc ça, c'est vraiment idéal. On le voit là, le soleil, il arrive, l'hiver, ça chauffera vraiment la totalité des menuiseries, puisque là, c'est la face où l'énergie va rentrer. Bon, on a une protection solaire là, donc on le voit bien ce matin là. C'est quoi la protection solaire? En fait, on appelle ça une casquette, c'est une avancée de 90 cm qui prend en compte la différence entre le solstice d'été et le solstice d'hiver pour se protéger l'été, parce qu'en fait la difficulté d'une maison passive, c'est pas de la chauffer, mais c'est plutôt la surchauffe. Donc il faut vraiment se protéger de ça. Après viendra en complément, de toute façon, là la maison est encore en cours, mais il y aura des systèmes de volets à lame orientable ou de brise-soleil, parce qu'à un moment ou un autre, il risque d'y avoir les rayons lumineux qui arrivent quand même à pénétrer à travers les vitrages, et tout de suite ça fait monter la maison en température. Donc l'été, c'est ce qu'on va éviter, et l'hiver par contre c'est ce qu'on va chercher à garder, puisque ça sera notre chauffage en fait, tout simplement. Cette maison, vraiment j'ai cherché à avoir la maison bois idéale. On va faire une certification Passive House, donc je suis passé avec un bureau d'études spécialisé, et on a calculé les surfaces vitrées pour optimiser au maximum. Tout en gardant un minimum de murs pour la côté stabilisation, le côté mécanique de la structure. Là, on est sur une fenêtre basique. Non, non, sur une maison passive, on ne peut pas être sur des simples menuiseries comme dans la construction traditionnelle. C'est un poste important financièrement, les menuiseries, mais c'est des menuiseries spécialisées. Donc là, moi, je travaille avec des entreprises autrichiennes ou allemandes qui font que de la menuiserie passive, pardon. Et donc, on est forcément sur du triple vitrage. Il y a surchauffe l'été, alors si on cuisine à l'intérieur de la maison. Alors l'été, c'est plus difficile à gérer, parce que autant l'hiver on ouvre un peu les oscillos battants et on ventile, et voilà. L'été, quand les journées restent à plus de 30 degrés, que la maison, alors une maison passive ne doit pas normalement monter à plus de 25-26 degrés pendant quelques jours. Mais si jamais c'était le cas, en fait après il n'y a plus que la seule solution de la descente en température, c'est ventilation nocturne. Donc c'est d'ouvrir les fenêtres en grand la nuit, quand les nuits sont plus fraîches, et la maison va vite récupérer une température acceptable. Et puis après, c'est éviter la surchauffe, donc déjà descendre les brises-soleil sur la face sud, éviter de cuisiner au four, éviter d'avoir 10 personnes. De toute façon, en général, l'été, quand on a 10 personnes, on est plutôt en terrasse avec le barbecue, donc c'est pas lui qui va surchauffer la maison. Ok, faut prévoir une petite cuisine d'été, c'est mieux. Voilà, ouais, c'est prévu là-bas, sous le petit appentis. Il y aura le four à pizza qui va arriver dans quelques mois.
On va avoir des menuiseries qui sont, en termes d'étanchéité à l'air, ultra performantes, hein. On est sur ces systèmes de triple joint, c'est poussé vraiment à l'extrême. On a des menuiseries qui font comme 90 mm d'épaisseur, qui font la performance. Et puis après un système de joints, donc là on est sur un coulissant levant, on appelle ça, où là on a un système de joints qui vient, on voit la menuiserie qui va descendre là, hop, elle vient comprimer le joint, et là pareil sur le système de compression du joint, hop. Donc c'est vraiment des menuiseries qui sont, je vais pas dire imbattables en étanchéité à l'air, mais où peu de fabricants savent faire des menuiseries aussi performantes. C'est quoi cette machine? Donc ça c'est le système de ventilation. Donc la ventilation, on va appeler ça une ventilation double flux. Dans chaque pièce, on a soit une insufflation, soit une aspiration. Donc les pièces techniques, la cuisine, le local technique, salle de bain, WC, on va aspirer et puis on récupère donc cet air qui est déjà chaud. La machine va récupérer, celle-ci je crois qu'elle est à 93% de rendement, donc 93% des calories sont récupérées et ressoufflées dans la maison via une filtration avec différents filtres. La prise d'air se fait sous la maison, puisqu'on est sur une maison pilotis, ce qui nous permettra l'été de récupérer un air un tout petit peu plus frais et l'hiver de récupérer un air un tout petit peu plus chaud du fait de la protection par le vide sanitaire. En quoi c'est différent d'une VMC simple? Et ben, une VNC simple, ce qu'on appelle une simple flux, en fait, elle va faire que aspirer et recracher en fait tout cet air chaud qu'elle aspire, elle recrache tout dehors. Alors que là, elle aspire, mais elle recrache dans la maison en fait. Elle filtre et elle en met une partie viciée dehors, mais on récupère quand même 93% des calories sont réinjectées dans la maison. C'est toute la différence. Euh, Après, ça c'est un investissement assez important sur la maison, mais on investit dans un système de ventilation qui récupère les calories, mais on n'investit pas dans le chauffage. Moi, j'aurais zéro système de chauffage dans la maison, si ce n'est mon poêle à bois. Donc voilà, il y a des économies à récupérer derrière. Et, Ça, et une qualité d'air qui est aussi importante. c'est un peu le poumon de la maison en fait. C'est le poumon de la maison, c'est pas, ouais, c'est carrément le poumon de la maison. Du coup, cette VMC, elle va faire une prise d'air extérieure, elle va faire un rejet extérieur et après une distribution dans la maison et une aspiration. Donc là, on voit ce qu'on appelle nous les caissons de répartition. Donc toutes les gaines blanches qui arrivent ici, c'est des aspirations. Donc ils vont arriver de la cuisine, salle de bain, WC, le dressing est équipé d'une aspiration aussi. Et les gaines isolées noires là qu'on voit, ça donc c'est ce qu'on appelle les insufflations. Et donc c'est dans les pièces de vie. Donc on va trouver ça dans les chambres évidemment, on va trouver ça dans le salle, salon, séjour. Voilà. Cette maquette-là, c'est quand j'ai des clients qui viennent pour visiter la maison et pour bien comprendre le système passif et tous les différentes couches qu'on parlait tout à l'heure. Donc on appelle ça une coupe. En fait c'est mon mur vu de dessus. Où là on va retrouver donc la partie ossature bois, c'est cette partie-là qui fait 220 mm. Ici on est sur un système d'ossature poutre en I. Ce qui nous permet quand on a fait les insufflations, tu vois, ça c'est le trou d'insufflation, on a vraiment nos isolants qui vont bord à bord. On a 1 cm, on appelle ça lame là. Les isolants sont vraiment bord à bord, ce qui évite vraiment tous les ponts thermiques. À l'extérieur, on va trouver notre bardage avec sa lame de ventilation. En partie basse, on va trouver la grille anti-rongeur qui est indispensable aussi, pour éviter les remontées d'insectes et de rongeurs. On peut potentiellement, sur l'isolant manteau, faire un enduit. Nous, ici, la maison sera bardée. Si on a un bardage vertical, on va avoir un double contre-latage. Mais le système est toujours le même. Après, on a ce fameux isolant manteau, 60 mm. Donc lui qui fait vraiment tout le tour de la maison et qui va vraiment casser les ponts thermiques.
dès qu'on a des pièces de bois massives ou des choses comme ça. Voilà, on va vraiment faire cette protection avec ce manteau. Après, dans l'ossature, donc ça c'est quand on parle d'une maison ossature bois, c'est la partie bois ici. Et on va insuffler la fibre de bois, donc l'isolant dans les caissons, dans les murs en fait. On insuffle par des carottages à l'intérieur de la maison où on va insuffler la fibre de bois. Et puis après, on appelle ça les doublages intérieurs. Donc là, c'est normalement destiné aux seconds œuvres. Donc ici, pour moi, je le fais puisque c'est une maison personnelle. Mais ici, on retrouve le BA13 sur différents matériaux. Ça peut être une ossature métallique, ça peut être plein de systèmes. Moi, personnellement, je mets du Fermacell à la place du BA13 et un système avec un doublage où je remets un complément d'isolant de 40 mm en fibre de bois. Ce qui fera que notre mur, on aura 220 mm d'isolant sur l'ossature, 60 mm, donc 280, plus encore 40 mm à l'intérieur. C'est énorme. Ça va nous faire 320 mm d'isolation. Juste sur la partie que je vends habituellement à mes clients, donc uniquement le mur là, normalement ma résistance thermique, donc on appelle ça le R, résistance thermique, on est sur un R de 7,2, ce qui est déjà énorme. Et là, avec le complément d'isolation, on passera les 8 sur le mur. Donc, par rapport à de la maçonnerie traditionnelle, on en est très très loin, quoi. Un mur de 36 cm en monomur, je crois que la résistance thermique de ce mur elle doit être de 3,2 ou 3,6. On est 2 fois plus performant qu'un gros mur pour les maçons actuels de 36 cm. Là, c'est en cours de réalisation. On retrouve une petite couche de 40 mm dans le doublage, pareil en fibre de bois, sur un système de métal qui recevra le Fermacell. Mais voilà, c'est un ensemble de couches qui font la maison passive. Et après l'insufflation, c'est par carottage en fait, où on va carotter, on appelle ça des caissons. Chaque caisson a un carottage et on envoie avec une aiguille, alors c'est un peu technique, mais on envoie la fibre sous pression dans le mur une fois qu'il est fermé de face et qu'on a des caissons, ce qu'on appelle étanches à l'air. Et c'est quoi tous ces scotch? Alors tout ce qui va être scotch, c'est au raccord des plaques, des panneaux, on appelle ça. Où là on va avoir l'étanchéité à l'air générale de la maison, puisqu'une maison passive, une des difficultés pour vraiment aller chercher le passif, c'est l'étanchéité à l'air. Ça peut paraître simple comme ça, mais au final, sur une maison de cette architecture-là, c'est aussi pour ça que j'ai conçu cette maison-là, pour qu'elle soit accessible à tous et voire réalisable facilement pour les autoconstructeurs. Mais c'est très très complexe l'étanchéité à l'air. Et là, on le retrouve chaque joint, le sol, là on le voit plus parce que sous la chape c'est caché. Mais je joindrai des photos où on voit l'étanchéité du sol, on voit au plafond, on voit un petit peu ici sur les encadrements de fenêtres. Donc avec différents types de... Donc là on appelle ça une jupe, c'est une membrane. Alors c'est plus, là on n'est plus en scotch, on a un double face qui vient se coller sur la menuiserie et l'autre paroi qui vient se recoller sur le contreventement du mur. Et on refait un encadrement en scotch. Et ça, toutes les liaisons, que ce soit en sol, en mur, en plafond, on a vraiment là-haut des cornières spécifiques aussi en scotch pour vraiment avoir le minimum d'entrée d'air dans la maison. C'est quoi l'avantage d'utiliser du bois? Il y a plein d'avantages à la structure bois. Donc, bon, moi, c'est ma passion, donc déjà ça va dans mon sens. Mais forcément, il y a le côté écologique. On a des matériaux qui sont ou transformés ou en matière première comme certaines pièces de bois, mais on va avoir beaucoup de choses qui sortent de l'industrie du bois, notamment les lamellés collés, les poutres en I, et tout ça nous permet de préfabriquer à l'atelier. Ici, cette maison-là, c'est monté en 3 jours. Donc les fenêtres sont posées à l'atelier, dans les murs, on arrive avec la grue, et voilà, c'est un gros Lego. Et puis après, le bois a cet gros avantage, c'est qu'il est naturellement isolant par rapport à d'autres matériaux comme l'acier et le béton notamment. C'est quoi les délais de fabrication en moyenne?
On parle souvent en construction en ossature bois, en gros à taille égale, c'est 2 fois plus rapide qu'une maison traditionnelle, on va dire. Parce que nous, on n'a aucun temps de séchage. Il y a une partie de préfabrication en atelier, donc une fois qu'on arrive sur le chantier, en une semaine, on a monté la maison hors d'eau, hors d'air. Après, la contrepartie, c'est qu'on a des matériaux qui coûtent encore relativement cher. Ça demande une main-d'œuvre très qualifiée, donc voilà, ça a encore un coût assez important, mais on va chercher de la performance. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut. Et la rentabilité sur plutôt le long terme. Ouais, ça va être sur maintenant de plus en plus la rentabilité et l'amortissement va se faire sur une durée de plus en plus courte, hein. Avant on parlait de 7 ans, aujourd'hui avec le gaz qui prend encore 11% d'augmentation, je pense que d'ici peu de temps l'amortissement va se faire, je pense qu'en 5 ans, voilà. Après ça dépend du standing de la maison, si on est sur une maison simple comme ça, le surcoût il est évidemment pas énorme. Et si on veut comparer à une construction traditionnelle, il faut ramener à la même performance énergétique. Si un maçon il veut faire cette performance-là, il ne sera pas moins cher qu'une maison ceinture bois. Aujourd'hui, une maison passive, elle est plus chère qu'une maison traditionnelle, mais on est loin des mêmes valeurs énergétiques. Donc il faut comparer ce qui est comparable en fait, c'est ça qui peut faire la différence. Son point un petit peu, je ne vais pas dire négatif, mais son manque, ça pourrait être l'inertie, la masse. Donc on va amener de la masse sur des matériaux comme ça, le Fermacell qui va nous donner de la masse dans les chapes sèches au sol, dans les murs. Ça sert à quoi la masse? La masse, c'est pour amener de l'inertie en fait. C'est pour éviter de... Ça permet de garder la chaleur, elle s'emmagasine dans la matière en fait. Et ça nous évite des variations trop en dents de scie en fait. Donc on appelle ça l'inertie en fait. Ce mur va être rempli de briques de terre d'argile crue, ce qui va nous permettre rien que dans ce mur là, on va arriver à mettre à peu près 3 tonnes de terre. L'argile crue comme ça en plus va pouvoir nous gérer l'hygrométrie, donc amène de l'inertie à la maison, mais vous permettre aussi de gérer l'hygrométrie constante sur la maison, même si la double flux, elle en fait une grosse partie, c'est forcément un plus. Même si on a besoin de très très peu d'énergie, en fait, les jours où on n'a pas de soleil pendant, par exemple, je vais dire une bêtise, si pendant 8 ou 15 jours on n'a pas du tout de soleil et qu'il fait 0 dehors, la maison, moi la journée je suis au travail, donc il n'y a personne qui vit dans la maison, il n'y a rien à faire, elle va baisser en température, il y a pas de miracle, elle a beau être bien isolée, bien orientée, s'il n'y a pas de soleil, la température elle va descendre. Alors, une maison passive, pour la faire descendre, par exemple en dessous de 15 degrés, je pense que c'est très compliqué, mais elle finirait par y descendre. Donc le chauffage, le système de chauffage, il est obligatoire sur une maison passive. Alors peut-être moins dans le sud, mais par ici, par chez nous, ça reste obligatoire d'avoir un système de chauffage en plus du soleil en fait. Donc moi j'ai choisi le poêle bois bûche parce que je trouve que c'est une chaleur déjà plutôt sympathique, économique. Et puis comme je ne vais pas être raccordé au réseau électrique, ça ne demande pas d'un branchement électrique sur l'appareil par lui-même. Et il ira où alors dans la pièce, dans la Donc, maison? le poêle, il sera à peu près centré dans la maison, puisqu'on a une maison qui fait 100 mètres carrés. Elle ne fait pas tout à fait 10 mètres de large, mais on doit être sur les 9 mètres par 11 ou 12 mètres. Donc on essaye de l'implanter à un endroit, je ne vais pas dire stratégique, mais en tout cas le plus à cœur de la maison. Donc il va être ici, puisque là on voit bien la réservation du conduit de cheminée qu'il va falloir passer à travers l'étanchéité là-haut. On a toute une étanchéité à l'air après à refaire, mais il sera dans le milieu de la maison. Et effectivement, ce mur derrière en briques va emmagasiner cette énergie pendant les périodes de chauffe et la restituer sur un long terme derrière, dans plusieurs heures, va pouvoir diffuser cette chaleur. En fait, c'est un accumulateur, en fait, hein, l'inertie, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que la bûche elle a fini de chauffer, le mur il a récupéré la chaleur et il continue Ouais, pendant plusieurs heures de ouais, la c'est restituer ça. dans l'ensemble de la maison. C'est ça, et il faut quand même juste savoir qu'une maison passive, bon, moi j'en ai déjà une, donc c'est facile à savoir comment. Mais on chauffe pas une maison passive à longueur de journée.
Une maison comme celle-ci, je pense qu'un chauffage maximum, ça sera 3 heures pour 24 heures. Après, j'ai des clients qui posent des pompes à chaleur, j'en ai qui posent des convecteurs électriques, des poêles à peler. Il y a vraiment tout système. On n'a pas une obligation c'est en fonction de ce qu'on recherche comme simplicité. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est consommer le moins possible. Et c'est combien de stères par an en consommation? Bah, cette maison-là, elle était calculée sur un stère de bois l'année pour 100 mètres carrés. Bon, ça sera peut-être un et demi, mais voilà, je suis quasi certain qu'on ne sera jamais à 2 stères. Ça va dépendre du nombre de journées complètes où je vais être là, ça va dépendre de la température que je veux. Il y a des gens qui restent à chauffer à 18, 19 toute l'année. Moi, quand j'ai passé mes journées dehors, j'aime bien un peu de chaleur le soir, donc j'ai tendance à faire monter un peu la température. Après, ça dépend vraiment des personnes, donc c'est difficile à estimer. Mais aujourd'hui, voilà, entre un des stères, je sais que je serai dedans forcément. Ça sera entre 100 et 150 euros par an Bon, maximum. un stère de bois, je pense qu'aujourd'hui, on doit acheter ça 60 euros, 70 euros peut-être. Donc oui, on va parler de 150 euros de chauffage sur une maison comme ça pour l'année, ouais. Ça fait pas des grosses factures. Non, bah c'est le but. La maison bois idéale, comme j'essaye de la concevoir, en fait, ça va être une maison bon, économique par son architecture. On voit, elle est très simple, elle a juste une petite casquette là, plein sud, elle est voilà, d'une forme vraiment très compacte. Ça, c'est important pour le passif. Et puis après, on va chercher effectivement ce côté autonomie. Donc cette maison sera non raccordée au réseau électrique, hein. Je serai en autonomie complète sur du système photovoltaïque avec un système de batterie. Alors bon, c'est toujours discutable au niveau écologique, mais au moins on a cette indépendance énergétique, quoi. Après, il faudra apprendre à vivre différemment, certainement, mais avec je vais pas dire le luxe, mais les matériels d'aujourd'hui, c'est-à-dire une cafetière, un grille-pain, un four, voilà. Je veux pas vivre comme on vivait il y a 50 ans, mais voilà, ça demande un système photovoltaïque et puis on va mettre un ballon d'eau chaude solaire, donc, parce que la plus grosse consommation d'énergie derrière le chauffage, c'est la production d'eau chaude. Bon, elle sera terminée quand la maison? Il n'y a pas d'objectif, cette maison je la fais à temps perdu, je la fais les week-ends, je la fais en fonction de mes moyens financiers. Celle que j'habite actuellement est en vente, donc une fois vendue ça va accélérer le mouvement sur celle-ci. J'espère que d'ici 1 an je pourrai te revoir et te faire voir la maison en phase finale et faire voir un petit peu tous les systèmes de récupération d'eau de pluie, du photovoltaïque pour la production d'eau chaude, voilà. Toutes ces compléments qui font qu'on a une maison ultra performante, écologique, économique, voilà. J'espère que dans 1 an, on y sera. Voilà. Bon, on se voit l'année prochaine alors. Avec plaisir.